Donc, atelier numéro 3, conserver et transmettre le patrimoine immatériel, Apollinaire et Franck. Alors nous, la formule qu'on a choisie, c'est que chacun porte un témoignage sur ce qu'il avait fait, sur ses pratiques, et à charge de revanche après de croiser tout ça. Donc on a eu un témoignage d'un artiste dont les parents, grands-parents, pères étaient chamans, il était très impliqué dans la culture. Et lui-même a repris plus ou moins le flambeau, tout d'abord en initiant des enfants dans son village, et ensuite il a été repéré et il est arrivé à travailler au ministère de la Culture et à la capitale Paramaribo, donc à monter une école de culture Kalinia, pour justement préserver ce qu'il avait reçu de ses parents. Alors cela est à mettre en relation avec le témoignage d'un autre participant qui a longtemps travaillé sur la culture Païkwaki, qui a travaillé en Nouvelle-Calédonie et qui a notamment apporté le témoignage au Brésil de Wayampi, qui ont mis en place des ateliers de préservation et de transmission de la culture. Et on parle tout au long de ces ateliers de transfrontalité, frontalier, voilà. Et donc se met en place aussi en Guyane des ateliers de transmission de la culture Wayampi. Et ce qui est important, c'est que ces ateliers sont intergénérationnels. Les anciens transmettent leur savoir, les un peu moins anciens qui n'ont pas forcément la maîtrise de ce savoir culturel transmettent le savoir qu'ils ont au niveau occidental pour pouvoir monter les dossiers. Et les plus jeunes, même les jeunes qui sont très dans la culture hip-hop, reçoivent quelque chose de leurs parents. Bien, à mettre aussi en relation avec un autre témoignage de jeunes venant de Talouenne, justement, on parlait de l'inscription du Maraquet au patrimoine immatériel de l'humanité. Se pose aussi pour eux la question de la préservation et de la transmission. Là encore, nous avons des jeunes qui, eux, sont issus d'une filiation on dira d'experts culturels, de pères ou de grands-pères chamans, savants, dans le terme oui, savants dans leur culture. Et donc là aussi, il y a vouloir mettre en place ce genre d'atelier, d'école même, carrément d'école, et c'est poser le problème, en tout cas c'est ce qui a été dit dans l'atelier, le problème des financements. C'est vrai que on a toujours l'impression que oui, on demande, mais nous sommes au XXIe siècle et il se trouve que de plus en plus, la question de l'argent, on va mettre les pieds dans le plat, est aussi importante. D'ailleurs, un des participants disait que quand ton seul souci c'est de trouver de la nourriture pour tes enfants, t'es pas trop enclin, à sauvegarder le patrimoine. Les anciens ont conservé beaucoup de choses, notamment pour le Maraquet. Les anciens ont ouvert leur pagra avec tout un tas d'objets spécifiques qui devaient être utilisés dans le Maraquet. Toujours en relation de Mongo, on a un témoignage de Mongo, où là, la transmission de la culture et aussi une transmission de valeurs. Cette association s'est rendue compte que de plus en plus de jeunes tombaient dans la délinquance. Et pour eux, la culture, ce n'est pas qu'une question de musée, d'objets, mais c'est aussi une question de transmission de valeurs, notamment que ce soit la danse Hawassa. La danse Hawassa, le témoin nous disait que la danse Hawassa n'était plus du pur Hawassa. Il était important que l'Hawassa, en fin de compte, c'était une communication, un échange entre le danseur et le tambour. Et tout ça, c'est un ensemble de valeurs, de communication, d'intercompréhension,
un de ces questionnements, c'est comment quelqu'un qui a la culture, comment cette culture-là peut être transmise si c'est pas lui qui la transmet, à rapprocher de l'expérience d'Awala, où effectivement les détenteurs de la culture n'étaient pas ceux qui avaient les moyens de la diffuser par les moyens techniques, par l'écriture, par d'autres moyens. Donc plusieurs choses ont été mises en place, notamment des ateliers de langue et de culture. Il en a résulté une exposition. Il est où, Franck ? Une exposition et puis un livre. Et puis nous avons eu le témoignage aussi d'un jeune conteur. Les contes qui ont été transmis par ses parents, grands-parents, et ces contes-là, il les transmet en dehors de leur contexte culturel, c'est-à-dire en bibliothèque. Et actuellement, il est dans une collecte personnelle, c'est-à-dire qu'il enregistre tous ces contes qui lui ont été légués. Il n'est pas encore dans une collecte à l'extérieur. Et je vais m'arrêter là. Donc en gros, moi, et tu vas continuer. C'est vrai que nous sommes plutôt basés sur des récits de vie, des témoignages. Et moi, ce qui me semble important, c'est que là, j'ai essayé de mettre en lumière les différents croisements possibles. C'est que en dehors de ces 3 heures, que tous ces gens-là se rencontrent après, restent en contact. La question principale était l'homme, puisque le patrimoine immatériel ou d'autres patrimoines, peu importe, s'il n'y a pas l'homme, rien n'existe. Et donc, il fallait pour nous nous interroger sur comment penser l'homme, comment les questionner. Et donc, derrière cette première interrogation a surgi d'autres questions, ce qui revient à dire, en d'autres termes, quelles sont les valeurs et donc la culture de l'homme. We komen dus terug op het feit, wat zijn de waarden en wat is dus de cultuur van de mens. D'où viennent ces cultures? Quelles sont-elles aujourd'hui? Et quel avenir peut-on leur réserver? Waar komen die culturen vandaan? Wat zijn ze eigenlijk? En la dernière, pardon? Quel avenir on peut leur réserver? En wat voor toekomst kunnen we dus brengen aan, kunnen we dus toevoegen aan de cultuur? C'est toute une chaîne de questions au-delà de ça, parce que je ne reviens pas sur les expériences qui ont déjà été évoquées. J'essaie de relever un certain nombre de questionnements qu'on a évoqués. À l'issue de cela, d'autres questions se sont posées du genre si on sait ce qu'est l'homme, on doit aussi savoir quelles sont ses connaissances, ses mémoires au sens large du terme, et essayer de les replacer également dans leur contexte, à la fois dans le contexte spatial, je veux dire le lieu de vie, et temporel, depuis quand ça existe, comment ça existe et comment ça évolue. La question sur laquelle nous planchons concerne la conservation et la transmission. Et donc nous nous sommes rendus compte que en fait, la conservation comme la transmission peut offrir plusieurs lectures et un niveau assez différent d'appréciation et donc de traitement. Et cela engage une chaîne de responsabilité. En dat brengt een kettingreactie met zich mee. Donc, je raccourcis, nous nous sommes rendus compte que dans ce processus-là, il y a, dans cette chaîne, il y a plusieurs maillons, dont la source, en amont, et les décisions qui peuvent se prendre à un certain niveau avec différents partenaires. Là-dessus, bien entendu, les questions sont vastes, les réponses ne sont pas toujours au rendez-vous parce que, vu le temps, et comme pour tout le monde, on n'a pas pu donner, on n'est pas parvenu à avoir des solutions à tous ces questionnements. En revanche, nous avons eu quelques suggestions, des pistes de réflexion que nous allons proposer. La première, c'est que nous avons considéré que le patrimoine, c'est quelque chose de vivant, c'est ce qui a été rappelé. Et donc, pour conserver quelque chose de vivant, il faut essayer de lui trouver un moyen qui soit aussi vivant. Et ce moyen vivant a été évoqué, entre autres, par les ateliers. Ces ateliers peuvent être aussi pensés à 2 niveaux différents. Le premier niveau, c'est à la source, c'est-à-dire on réunit différentes générations qui, dans le cadre de ces ateliers, échangent, partagent
créent une espèce d'émulation pour refaire vivre ce qui est de leur tradition. L'autre niveau d'atelier se situe, par exemple, dans la chaîne éducative. Cette chaîne, on peut la prendre là aussi à différents niveaux. À la base, ça on l'a déjà dit, c'est d'impliquer les autres institutions, notamment de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'université, de créer des conditions de travail qui amènent les échanges entre ceux qui ont les connaissances et les savoirs, je mets les guillemets, traditionnels, et ceux qui peuvent penser ces savoirs autrement pour, ensemble, les valoriser et les diffuser. Il faut qu'il se crée un espace d'échange et de communication, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. On a parlé aussi de cette question-là, mais on n'a pas beaucoup de temps pour détailler tout ce dont on a parlé. Ces échanges et communications doivent réunir à la fois les responsables institutionnels ou d'autres et les gens qui viennent du terrain pour qu'ensemble nous puissions trouver quels sont les moyens qui pourront permettre, parce qu'il y a une question des logiques, une question des codes, une question des références, quels sont les moyens que nous pouvons mettre ensemble selon ces différentes logiques pour arriver à produire quelque chose de viable, à la fois en termes de conservation, mais aussi en termes de transmission, qu'il s'agisse de façon vivante dans le milieu où ces connaissances sont produites, ou alors de façon beaucoup plus large dans la diffusion, que ce soit dans le circuit scolaire ou autre. Linga Randolph, je suis médiateur dans l'association Mamoubi et je suis aussi coordinateur d'un groupe qui s'appelle Tamundo. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que je n'ai pas très bien, j'ai pas ressenti, parce que je faisais partie du groupe 3, et il y a des choses que je n'ai pas retrouvées dans la restitution de M. Compère et M. Pauline. Parce qu'on avait, il y a au moins 4 mots qu'on avait essayé de définir pour comprendre bien ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on parle de sauvegarde, on parle de musée, ça veut dire qu'on va avoir des objets. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'on veut décrire ces objets-là, on a besoin de notre langage. Et on a aussi dit que pour le langage, il faut pouvoir écrire aujourd'hui. Et ça, on a bien mis ça en avant, parce qu'on a vu qu'avec les transcriptions, ça peut aller mal. Parce que l'histoire, si on ne transcrit pas bien, ça peut donner une fausse histoire. Et on a dit aussi que si le transcripteur n'est pas le détenteur de mémoire, qu'il faut faire attention. À chaque fois quand on va interroger quelqu'un, moi, ici, je vois la différence, pour moi, peut-être un problème avec le langage, la langue que nous parlons, que tout le monde ne comprend pas. À chaque fois, il faut traduire et on peut bien voir comment la traduction peut donner des différentes définitions à ce qui a été dit. Donc, moi, je trouve que c'est très important de comprendre bien la transcription, l'écriture. Et si on regarde les langues autour de nous, ici en Guyane, on a plusieurs langues qui se parlent. La façon dont les langues sont transmises, si on essaie de retrouver notre patrimoine qui était au départ quelque chose, qui est devenu quelque chose aujourd'hui, on voit bien le problème. Donc je trouve que ce problème-là, on n'a pas eu le temps de bien parler de ça, et c'est pour ça que je dirais qu'une rencontre comme ça, qu'on nous donne le temps de bien, parce qu'on veut faire des choses de bien. Et soit qu'on peut nous donner le temps de faire des choses bien pour arriver à quelque chose. Si c'est simplement venir ici pour essayer de dire quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, on ne va pas arriver à quelque chose de concret. Et si on est 4 pays ici, on nous fait venir ici pour bien s'asseoir, pour discuter de quelque chose, qu'on puisse avoir le temps. Et aussi, ça c'est un critique que j'aurais pu. J'ai des collègues qui sont venus ici, qui parlent la langue sramaka. Il n'y a pas de traducteur prévenu pour ces gens-là. J'étais à un moment donné appelé à traduire pour des gens, alors que je suis moi-même intervenant dans le groupe. Donc ça aussi sont des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut arriver à quelque chose de bien. Aujourd'hui, il y a le schéma de développement culturel qui est mis en place et nous allons revenir.
Et à ce moment-là, l'échange aura lieu uniquement avec les acteurs de la Guyane. Il y a aussi le 5 nous sera à Kourou.